Bonjour et bienvenue à la 57e diffusion de 5e dimension. Comme montré dans la vidéo précédente à travers de nombreuses cartes médiévales, les Européens étaient très conscients de l'existence de la Tartarie. Dans les travaux scientifiques des siècles passés, le plus grand territoire du monde, l'empire de Tartarie, a été mentionné jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, après quoi elle a été effacée par les falsificateurs de l'histoire mondiale. La question est de savoir pourquoi il est impossible de trouver ne serait-ce qu'une mention de la Grande Tartarie dans un manuel moderne d'histoire. Seul un document de la CIA, déclassifié en 1957, pourrait nous donner une piste. Voici les dernières lignes assez explicites. Traduction de l'anglais. Dans chaque région musulmane de l'USSR, les historiens, sur ordre du Parti communiste, ont réécrit l'histoire pour déformer les faits, afin que les Russes apparaissent toujours sous un jour favorable. Il va sans dire que les histoires qui présentent des faits de manière véridique ont été retirées et détruites, de sorte que les générations actuelles et futures de musulmans sont à jamais privées de la possibilité d'apprendre les faits réels du passé de leur nation. Parmi les sources européennes, il y a la carte linguistique de l'Asie, datant de 1730. Au centre des lettres de l'alphabet scythe, les Scythes étaient un peuple indo-européen d'Eurasie qui aurait occupé la partie hyperboréenne de la Tartarie du 8e ou 3e siècle avant notre ère. Les Scythes auraient été les premiers à s'installer en Tartarie, au nord, dans la partie hyperboréenne. Sur la zone du cours inférieur de la vallée d'Oby, l'on voit écrit Hyperborée scythe. L'écriture scythe a des similarités avec l'écriture arabe. On peut supposer que l'écriture arabe était une langue écrite en Tartarie et qu'elle était destinée aux soldats de la Horde et remplissait simultanément une fonction cryptographique. Dans un ancien dictionnaire de mots croisés de 1953, on peut voir sous la définition de Tartarie, les cavaliers tartares étaient les Cosaques, le roi tartare le Khanat. Voici l'arbre généalogique des empereurs tartares. L'empire tartare aurait commencé sous l'ère de Gengis Khan de 1155 à 1227. Aurait continué avec son petit-fils Kubilai Khan de 1215 à 1294. Puis les Russes auraient commencé à reprendre la Tartarie en 1547. Alors que la Tartarie est représentée sur les anciennes cartes de 1595 à 1814 et sur les drapeaux jusqu'en 1865. Dans la collection Les pavillons des mers du monde du début du XVIIIe siècle,
nous ne verrons pas un, mais deux drapeaux représentant la Tartarie. Le pavillon de la Tartarie représente un hibou, alors que celui de l'Empire de Tartarie représente un griffon. Nous retrouvons d'ailleurs le griffon dans les objets fabriqués par les Scythes. Alexandre le Grand, qui vivait à peu près à la même époque, était aussi représenté avec des griffons. On dit même qu'il volait sur des griffons. Et plus loin encore dans le temps, on retrouve la représentation d'un Anunnaki qui chasse un griffon. Une autre preuve historique intéressante est le fait qu'au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, les Européens ont continué à représenter les Tartares de Tartarie avec toutes les caractéristiques ethniques des personnes d'ethnie blanche. Maintenant, les Tartares se nomment les Tatars et on nous dit qu'ils appartiennent à l'ethnie mongole. À cet égard, il est très intéressant de regarder la représentation du Tartare dans les sources européennes, comme par exemple le célèbre livre du voyage de Marco Polo. Dans celui-ci, Marco Polo écrit en détail l'histoire de ses voyages en Asie et de son séjour de 17 ans à la cour du seigneur mongol Kubilai Khan. Comme on le voit, il n'y a rien de mongol dans l'apparence du seigneur mongol Kubilai Khan. On dit d'ailleurs que Gengis Khan était grand et roux. Et voici une autre image d'un Khan de la Horde avec des traits typiques de l'ethnie blanche. La tradition de représenter les Mongols et les Tatars sous une apparence européenne s'est poursuivie aussi étrange qu'il y paraît. C'est ainsi que le cartographe français, l'ingénieur Alain Manesson-Manet, a dépeint les Tartares et les Mongols qui plus tard seront imprimés à Francfort en 1719. Et voici une gravure de 1700 représentant une princesse tartare et un prince tartare. Dans un documentaire du site Le Mémorieux, on découvre que grâce aux dernières découvertes sur l'ADN, les peuples de Mésopotamie étaient blancs et que ce n'est que plus tard, en se mêlant à d'autres peuples à la peau noire, qu'ils se sont métissés. J'ai mis l'intégralité du documentaire dans les liens. Les preuves fournies suffisent à évaluer l'ampleur des falsifications de l'histoire moderne et à commencer à s'intéresser au vrai passé de nos ancêtres. Quelle est l'origine de la première civilisation? Dans les programmes scolaires, nous apprenons qu'elle apparaît en Mésopotamie avec l'apparition de l'agriculture approximativement en moins 10 000, puis des premières villes entre moins 8 000 et moins 3 000. Tout dépend ce que l'on entend par ville. Cette origine de la civilisation, que l'on apprend sur les bancs de l'école, fait aujourd'hui consensus auprès des chercheurs. Cependant, les généticiens se sont rendus compte que la population responsable de ces innovations majeures n'ont rien à voir génétiquement avec celle qui peuple aujourd'hui cette région. En effet, elle était très proche des Européens modernes actuels. Dans ces plaines mésopotamiennes, plusieurs villes vont successivement prendre la prépondérance sur leurs voisines, techniques, commerciales et militaires. Ce sera très longtemps Eridu, la première ville sumérienne, selon la tradition. La majorité de la population mésopotamienne à cette époque était, comme nous le verrons, très similaire aux Européens modernes actuels de type méditerranéen. Plus tard, à partir de moins 5000 ans, ils engendreront grâce à leur haut niveau de vie des vagues successives d'émigrants du Nord. Les proto-indo-européens appelés Ourites, originaires du Caucase,
descendront dans le croissant fertile à leur tour vers moins de 1500 ans, date de la grande mise en marche de tous les Indo-Européens. Ces derniers, proches génétiquement, vont participer au dynamisme de cette région en y apportant spécifiquement une fibre militaire. Ainsi, les plaines assyriennes étaient parcourues de vastes et somptueuses cités, des villes florissantes s'élevaient sur les côtes de la Méditerranée. Cette société puissante se morcelait en des myriades d'États qui tous, à un degré plus ou moins complet mais sans exception, subissaient l'influence religieuse et morale du centre d'action placé en Assyrie, où se situait la source de la civilisation et se trouvaient réunis les principaux mobiles des développements. Il a été jusqu'à présent difficile d'obtenir des données sur les gènes de ces habitants néolithiques du Proche-Orient, mais depuis 2015, en ciblant la région de l'oreille interne de l'os pétreux pour l'extraction, dont je vous épargne les détails, on a réussi à étudier les gènes de ces fameux agriculteurs anatoliens. Tout d'abord, ils montrent une distance génétique très importante vis-à-vis de la population actuelle du Proche-Orient. Il faut s'extraire de l'esprit l'idée que les populations qui peuplent aujourd'hui les diverses régions étaient celles du passé. Il s'agit donc de comparer la proximité génétique avec d'autres populations. Les principales analyses ont confirmé une forte relation génétique avec les Européens. En effet, la population ancienne du néolithique d'Anatolie était bien plus proche des Européens actuels, surtout très étroitement apparentés aux anciens fermiers européens du néolithique, qui étaient très semblables aux actuels Sardes. Pourquoi ? En fait, les anciens fermiers européens proviennent des agriculteurs anatoliens. En outre, les nouvelles connaissances et les nouvelles pratiques qui caractérisent le néolithique du Proche-Orient avaient gagné progressivement l'Europe à partir de 6500 ans avant Jésus-Christ par des migrations massives vers le nord. Ces migrations de population, issues du croissant fertile, se sont aussi étendues au sud de la Méditerranée et vers le sous-continent indien et le sud de l'Asie centrale. Elles suivent différentes voies et différents moyens de propagation. Mais revenons à l'Europe. Entre le 7e et le 6e millénaire avant Jésus-Christ, ces premiers agriculteurs investissent l'Europe sans réellement se mélanger aux chasseurs-cueilleurs vivant en Europe à cette époque. Mélange qui se situe entre 7 et 11%. Ils coloniseront donc une grande partie de l'Europe. Ainsi, si vous êtes génétiquement européen, vous provenez de ces migrants à la peau blanche venus depuis le Moyen-Orient, contrairement aux autochtones vivant en Europe avant l'arrivée des agriculteurs anatoliens qui étaient de peau sombre. C'est donc eux qui ont blanchi l'Europe. La seule différence que les Européens modernes ont avec leurs ancêtres anatoliens est que plus tard, à la fin du néolithique, les Indo-Européens, c'est-à-dire des migrants blancs venant depuis les steppes de l'Est, se mélangeront en Europe avec la population européenne, donnant les Européens modernes actuels. Ainsi, depuis les années 2000, la génétique des populations permet d'apporter des réponses solides à de nombreux débats anciens. Comme le dit l'étude de Lazaridi, nos résultats fournissent donc un soutien écrasant à la migration des agriculteurs du Proche-Orient anatolien vers le sud-est et l'Europe centrale vers 7000 à 6500 ans avant notre ère. Nos résultats montrent également des différences entre les premiers Anatoliens et toutes les populations actuelles du Proche-Orient, d'Anatolie et du Caucase, ce qui montre que les premiers agriculteurs anatoliens ont ensuite été remplacés démographiquement dans une large mesure. Ainsi, il y a plusieurs millénaires, une population similaire aux Européens peuplait le Moyen-Orient. Mais au cours des siècles, des migrations et remplacements de populations plus récents dans cette région du monde ont eu lieu, faisant disparaître l'ancienne population blanche. Comme on le voit sur cette carte, après que les peuples blancs caractérisés par des traits europoïdes ont bâti les principales villes dans le croissant fertile, grâce à l'acquisition de savoirs techniques et l'établissement d'une hiérarchie sociale, des peuples sémitiques, originaires du plateau arabique et qui se sont mélangés avec des subsahariens, plus au sud, migreront vers le nord. Ils sont représentés ici en violet, attirés par l'attractivité du croissant fertile. La population actuelle du Moyen-Orient résulte donc d'un mélange avec des populations majoritairement sémitiques et subsahariennes plus tardives. Ainsi, il est évident que lorsque des remplacements de populations s'opèrent, tels que celui découvert par l'équipe de Lazaridi, illustre généticien de Harvard, la culture des peuples
qui provient à l'origine de la nature, donc de la biologie des groupes humains, change radicalement sur ces vastes territoires. Et ce n'est pas rien. Les civilisations présentes dans le croissant fertile furent les inventeurs de nombreuses technologies telles que la métallurgie, l'invention de l'écriture ou des mathématiques. Enfin, il y a l'ensemble des méthodes agricoles telles que la création de puits ou de systèmes d'irrigation ainsi que l'architecture hautement développée des villes mésopotamiennes avec l'apparition de temples somptueux munis de jardins entourés d'une couche urbaine et de remparts. Ainsi, cette apparition progressive d'un agrégat d'autres peuples semi-nomades qui résulte d'un mélange avec les subsahariens que l'on appelle les Sémites, originaires de la péninsule arabique d'où ils remontent par vagues successives vers le nord, conduira à une très longue désintégration de la composition génétique initiale de la Mésopotamie.